Bienvenue dans Forum. Nous recevons aujourd'hui Madi Gassama, le président de Alifsi, Alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration. Bonjour M. Gassama. Bonjour M. Silla. Depuis bientôt 10 ans, votre invité consacre son temps à la lutte des sans-papiers. Grâce à lui, des centaines de personnes sont sorties de la clandestinité en France. Comment Madi Gassama réussit-il à faire régulariser les sans-papiers? Pourquoi certains sans-papiers s'embourbent-ils dans la clandestinité pendant 10 ou 15 ans? Vous aurez l'occasion de répondre à ces questions et à tant d'autres au cours de cette émission. Je vais vous demander en tant que président de Alifsi de vous présenter votre association. Merci M. Silla, merci diaspora.fr, merci de m'avoir invité à votre forum. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer vraiment l'initiative que vous avez prise depuis quelque temps. Et grâce à votre site qu'aujourd'hui la diaspora africaine parvient quand même à s'exprimer. Et je crois que ça c'est une très bonne chose, je vous encourage. Et donc, en ce qui concerne l'association Alifsi, je pense que nous avons réfléchi entre copains il y a quelques années, depuis 2002, qu'il fallait créer un collectif en France de sans-papiers. De sans-papiers pour que nous puissions vraiment, nous sommes dans un pays d'une grande démocratie qui respecte aussi les droits de l'homme, etc. Et qu'on a constaté qu'à cette époque, il y a peu d'immigrés africains qui consacrent vraiment cette lutte, même si on savait qu'il y avait l'église Saint-Bernard à l'époque, mais il n'y avait pas une continuité. Donc nous, on a préféré de créer ce collectif pour essayer quand même de lutter pour que ces personnes puissent sortir de la clandestinité. Donc c'est ce collectif du 19e qui est devenu Alifsi. Exactement, ce collectif du 19e est devenu Alifsi parce que d'abord, premièrement, notre credo c'est quoi? C'est qu'on on pensait qu'il fallait seulement se battre pour obtenir des papiers. À la suite, on a réfléchi, il faut rajouter encore un deuxième volet à notre combat, c'est le volet intégration. Et parce qu'on a constaté que beaucoup d'immigrés qui viennent en France, d'abord ils restent cloîtrés, par exemple dans les foyers pendant des années, et sans essayer de comprendre eux-mêmes la vie en France ou les lois françaises. En clair, de s'intégrer. Voilà. Et ça, on a constaté ce phénomène depuis quelques années que nous sommes sur le terrain. Et on s'est dit qu'il faut quand même qu'on ajoute ce deuxième volet qui s'appelle l'intégration dans notre lutte. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi, on a essayé de créer l'association Alifsi que vous venez de citer. Voilà, l'association Alifsi, c'est Alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration. Et donc aujourd'hui, nous avons quelques centaines d'étrangers en situation irrégulière. En gros, c'est surtout l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara. Voilà, et puis en même temps quelques Maghrébins, l'Afrique maghrébine, et aussi rarement les Asiatiques aussi, il y en a mais pas beaucoup. Aujourd'hui, donc voilà, on est sur le terrain depuis des années. Donc aujourd'hui, Alifsi est une grande association en Île-de-France, et d'ailleurs on a quand même fait pas mal de choses, et je crois qu'on aura l'occasion... Comme vous avez parlé d'intégration, mais je vais vous demander si vous avez le sentiment que les immigrés en France font l'effort de s'intégrer. Il y a pas mal d'immigrés qui ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France. S'intégrer, c'est quoi? Ça ne veut pas dire d'abandonner sa culture, ça ne veut pas dire d'abandonner sa religion, ça ne veut pas dire d'abandonner aussi sa tradition, etc. Mais quand même s'intégrer, on vient dans un pays qui vous accueille et que ce pays a ses lois et ses règlements. Et donc il faut vraiment respecter ces lois et règlements. Il faut s'adapter à la vie de ce pays pour ne pas même abandonner votre culture, mais il faut essayer de respecter aussi la culture du pays d'accueil. Donc je crois que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas le
mot intégration, on pensait que si on vous demande de vous intégrer, c'est carrément l'assimilation. Et concrètement, sur le terrain, que faites-vous pour aider vos adhérents à s'intégrer dans la société française? Voilà, écoutez, ALIFSI d'abord est une association qui est basée dans le 19e et qui tous les samedis, nous sommes dans un grand local qui nous a été prêté par un parti politique. Hein. Et chaque samedi, nous accueillons quand même quelques dizaines de personnes qui viennent tous les samedis et pour s'inscrire ou pour s'informer. Et nous organisons au cours de cette réunion une assemblée générale où on essaie quand même d'expliquer aux gens qu'il est très important en France d'apprendre les lois et les règlements en France et de s'approcher aux associations pour voir comment ils puissent sortir de cette clandestinité et de quelle voie qu'il faut suivre pour vraiment bien s'intégrer dans ce pays. On essaie de leur expliquer ça, voilà, et au fil des semaines, des mois, les gens commencent à comprendre. Il y a des gens qui continuent, même après leur régularisation, qui continuent quand même de venir apporter aussi leur soutien à l'association et aux autres qui attendent leur titre de séjour. Depuis une dizaine d'années, vous êtes aux côtés des sans-papiers. Est-ce que vous avez réussi à débloquer des situations difficiles? Écoutez, M. Silla, oui, d'abord, nous avons souvent, on a réussi quand même surtout si les personnes sont interpellées par la police et que ces personnes d'abord sont interpellées uniquement pour le problème de papier et pas autre chose. Et de ce côté-là, on essaie d'intervenir pour que ces personnes puissent être libérées. Je crois qu'on est parvenu à libérer pas mal de gens qui ont été interpellés par la police. Et qui étaient sur le point d'être expulsés. Qui étaient sur le point d'être expulsés dans le pays d'origine. Et que grâce à l'association, nous sommes intervenus dans plusieurs cas comme ça. Et que heureusement, ces personnes finalement ont été libérées. Et en même temps, concernant le titre de séjour, nous avons essayé quand même depuis quelques années débloquer pas mal de cas. Je ne dis pas des cas qui ne sont pas difficiles, mais des cas difficiles. Hein. Et c'est ce qu'on appelle au niveau de la préfecture, ou bien des préfectures, des cas à titre exceptionnel, à titre humanitaire. Nous sommes parvenus quand même à régler pas mal de cas. Je prends l'exemple par exemple de M. Ndiaye Djimé qui a été expulsé dans son pays d'origine, le Mali, le mois d'octobre 2009. Et ce monsieur était là presque 20 ans en France. Il n'a pas été régularisé. Lorsque nous avons appris son expulsion, l'association s'est mobilisée au niveau du ministère de l'Immigration. Nous avons tout fait pour montrer les documents de M. Ndiaye Djimé au cabinet des ministres de l'époque. Et on a essayé de montrer que cette personne était en France, il travaillait, voilà ses bulletins de salaire. Et nous nous sommes battus au niveau du ministère de l'Immigration jusqu'à ce que M. Ndiaye Djimé est revenu 10 mois après son expulsion, est revenu en France avec son titre de séjour. Et voilà, il est là, son patron l'a réintégré facilement, très rapidement dans l'entreprise. Dans l'entreprise et il continue à travailler et voilà, il aide sa famille au pays pour leurs problèmes. Il y a me semble-t-il, beaucoup d'immigrés qui s'embourbent des années durant ici sans obtenir de titre de séjour. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous avez rencontré des immigrés comme ça? Mais, écoutez, M. Silla, depuis 10 ans, vous l'avez dit, on est dans le mouvement. Et je pense que beaucoup d'immigrés pensent qu'il est facile d'arriver en France, de s'en sortir. Or que tel n'est pas le cas. La France n'est pas l'Eldorado. Et puis, il faut comprendre que le problème fondamental même de ces immigrés, c'est qu'ils pensent que oui, il y avait une loi qui existait ici, qu'on appelle la loi Chevènement, la loi de 10 ans. Il faut se cacher quelque part, rester pendant 10 ans et mettre en place les preuves de présence en France. Et pendant 10 ans, hop, on s'en va à la préfecture pour se faire régulariser. Et beaucoup d'immigrés étaient, comment dirais-je, vraiment dans cette situation-là. Et finalement,
ils n'ont pas compris que les lois évoluent, les lois changent, etc. Et donc, lorsque Sarkozy est revenu au pouvoir, en 2002, Sarkozy est venu au ministère de l'Intérieur en 2002 et il a tout changé. Il a essayé d'abroger cette loi de 10 ans. Aujourd'hui, la loi de 10 ans n'est plus une obligation au préfet de régulariser, même si le dossier est vraiment tout à fait probant. Hein, toutes les preuves sont probantes. Donc, on a vu que ces étrangers, aujourd'hui, beaucoup de ressortissants étrangers ont fait pendant presque 20 ans en France, parce qu'ils ont du mal à essayer de mettre les preuves aujourd'hui qui sont probantes pour la préfecture. Parce qu'à l'époque, j'allais dire, 10 ans derrière, on peut essayer de présenter une facture d'un grand centre commercial, par exemple Carrefour, comme preuve, après avoir acheté un téléviseur, etc. Mais aujourd'hui, une telle preuve n'est pas probante au niveau de la préfecture. Et puis, il y a certains étrangers qui pensent que ces preuves sont probantes, ils sont restés sans s'informer et qu'à un moment donné, ils ont fait 1 an, 2 ans sans avoir des preuves probantes aujourd'hui. Si je peux vous expliquer. En clair, sans preuves probantes, les années sont nulles. Nulles, c'est carrément, parce qu'il suffit de sauter une année. Il suffit qu'au niveau de la préfecture, par exemple, prenons l'exemple de 2010, parce qu'on vient de sortir de 2010, et vous avez sauté 2010, vous n'avez pas de preuve probante en 2010, donc vous êtes venu en 2000 en France, et vous rendez à la préfecture avec vos preuves de 2000 en 2011, et qu'en 2010, la préfecture dit que vos preuves ne sont pas probantes. Donc, ce qui veut dire pour la préfecture, de 2000 en 2009, et vos preuves ne sont plus valables pour la préfecture. Donc, pour la préfecture, vous êtes entré de nouveau en France en 2011. Vous voyez ce que la différence. Donc, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça que beaucoup de gens sont pénalisés. Donc, et nous, notre rôle, c'est qu'on informe les gens qu'en France, il y a des droits, même si on est sans papier, il y a des droits. D'abord, en France, on a le droit à avoir l'AMO. L'AMO, c'est l'aide médicale d'État. Donc, qui permet à un sans-papier de se soigner sans bourse de lier. Voilà, etc. Et puis, en même temps, pour servir à un sans-papier comme une preuve probante au niveau des préfectures. Et aussi, dès qu'on a l'AMO, facilement, on peut avoir la solidarité transport. Quand on vous entend parler, on se dit, mais tiens, comment un collectif peut réussir à faire régulariser un sans-papier? Rien n'est diable dans la vie, il n'y a pas de fatalité dans la vie. C'est qu'il faut avoir une conviction et une volonté de faire quelque chose. Je crois que nous, en tant qu'Africains, je suis fier d'ailleurs d'être africain, mais nous avons toujours tendance à l'afro-pessimisme. Et que si on balaye cet afro-pessimisme, je pense qu'on peut réussir partout. Voilà. Et même chez nous, en Afrique, on peut réussir. Donc c'est la raison pour laquelle le groupe que nous sommes, cette association, il y a toujours des personnes de bonne volonté qui ont compris qu'en France, vraiment, seul le travail qui paie. Il faut se battre, il faut être parmi ces Français, parce qu'il faut se considérer citoyen français. Voilà. Et nous avons montré que nous sommes déjà citoyens français, même si nous savons qu'on est de l'Afrique, mais nous avons essayé de travailler durement sur le terrain et que les autorités préfectorales et ministérielles ont compris que ces gens-là sont vraiment des gens crédibles avec lesquels il faut travailler. Et qu'ils nous ont compris et qu'il y a cette relation de travail entre les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Et je pense que ce n'est secret pour personne qu'aujourd'hui, Alifsi, en Île-de-France, est une grande association qui non seulement intervient pour essayer de régler le problème de papier aux étrangers en situation irrégulière, mais aussi accompagne certains étrangers qui obtiennent le titre de séjour pour leur faciliter l'intégration sur le territoire français. Vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez réussi à faire régulariser? Exactement. Ceci-là, depuis 10 ans, on a fait régulariser des centaines de personnes en France. Des centaines. Voilà. Mais si je prends l'exemple de Alifsi, parce qu'Alifsi a été créé récemment. Voilà. Mais c'est dans la même continuité, dans la même dynamique. Voilà.
Et nous avons essayé, dans ces 2 années, on a pu faire régulariser quelques dizaines de personnes. Il y a des collectifs qui font souvent des occupations, qui essaient quand même d'instaurer un bras de fer avec la préfecture. Vous n'avez pas choisi cette stratégie. Pourquoi? Mais vous savez, d'abord, étant sans-papier, on manifeste, on va faire des manifestations et déjà on est toléré. Parce que le mot sans-papier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en situation irrégulière sur le territoire français. Et cette personne, vu la loi, hein, cette personne ne doit pas rester en France. Elle doit rentrer dans son pays d'origine, elle doit quitter la France. Donc, du moment où ces personnes se sont constituées en association, en collectif, et qu'ils manifestent, et que l'État leur a compris, et que l'État leur a donné une petite légitimité même, hein, de pouvoir travailler avec ces associations, je pense que vraiment il ne faut pas aller au-delà de cela. C'est la raison pour laquelle nous, on a refusé ces occupations sauvages, hein, que certains de nos camarades font. Hein. Je ne dis pas que c'est pas normal, je ne me moque pas de ces gens-là. Je sais qu'on est des amis, nous travaillons ensemble parfois, mais nous, on n'a pas suivi la voie qu'eux, ils se sont tracés. Donc les occupations sauvages, c'est hors de question pour Alifsi. Comment dirais-je, de tous ceux qui vraiment qui n'entrent pas dans le cadre de l'article de l'association dans la loi 1901, nous on n'aime pas trop voilà, s'orienter sur ce sommet-là. C'est la raison pour laquelle Alifsi a toujours organisé des manifestations, mais déclarées. Hein, on a toujours la déclaration de toutes les manifestations que nous organisons, de tous les rassemblements que nous organisons, et que parfois, il arrive que parfois on peut être un peu mécontent et aller un peu crier devant la préfecture sans autorisation, mais ça c'est très rare. Voilà, je pense qu'on doit respecter pour les lois et les règlements de ce pays. Vous recevez aussi des étudiants, il paraît que ce n'est pas facile hein, que des étudiants changent de statut, des étudiants qui terminent leurs études et qui veulent rester en France. Mais ici, il y a plusieurs critères de régularisation. Voilà. Et il y a aussi, comme vous venez de le dire, le cas des étudiants en France. Mais un étudiant qui vient en France, il est venu pour les études. Après les études, il doit rentrer dans son pays pour servir son pays. C'est comme ça que les autorités françaises comprennent pour un étudiant. Donc, il y a des étudiants arrivés en France, après leurs études, ils préfèrent rester en France. Et que la loi dit que ces gens-là, après avoir arrêté les études, et que maintenant ils veulent changer de statut, quitter le statut titre de séjour étudiant, et pour un autre statut titre de séjour, par exemple vie privée familiale. Et en ce moment, la loi exige à ce que ces personnes puissent vraiment fournir des preuves de 15 ans de présence en France. Vous voyez, pour qu'ils puissent avoir un examen, pas un examen de dossier. Un examen de dossier. Et ça, ces personnes, souvent, sont confrontées à cette situation. Donc, les étudiants, ils ont plusieurs possibilités, hein, peut-être pour se faire régulariser. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent et que je pense qu'il est très important de ne pas se lancer trop sur ce terrain-là, mais je pense que nous avons reçu quelques étudiants et nous sommes parvenus quand même à régulariser leur situation malgré la difficulté du dossier. Hein. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Donc on a essayé de toujours montrer le caractère humanitaire, titre exceptionnel. Mais quand M. X vient adhérer à votre association collective, j'allais même dire, quels sont les critères qui déterminent sa régularisation? Il y a, comme je vous ai dit, M. Silla, ici, l'association n'a pas de critères, d'abord. On n'a pas de critères parce que ce n'est pas nous qui fixons les critères. Nous sommes une association, nous essayons quand même d'abord de regrouper des personnes qui sont en situation difficile, de leur faire comprendre que rester dans la clandestinité ne réglera rien comme problème. Essayons quand même de se battre ensemble
et aller vers les autorités, et pour que ces autorités prennent conscience que nous sommes des êtres humains, il faut qu'on essaie de voir notre situation sur le sol français. Et c'est comme ça que nous avons travaillé depuis des années. Et maintenant, concernant les critères qu'on peut essayer d'expliquer à ces étrangers, mais c'est la loi qui est en vigueur. C'est les critères de régularisation qui sont en vigueur, c'est ce qu'on explique à ces gens-là. Mais en fonction de notre relation de travail avec les autorités, mais comme Sarkozy même a l'habitude de le dire, c'est le cas par cas. Et ce cas par cas, le dossier est étudié cas par cas, et en fonction de ces cas par cas, que souvent certains critères puissent vraiment être appliqués pour certains de nos adhérents. Et puis c'est comme ça qu'on obtient les régularisations. Mais aujourd'hui, la loi qui existe aujourd'hui pour régulariser une personne en situation irrégulière en France, c'est l'article 40. C'est ce qu'on appelle la loi dans le cadre du travail. Voilà, parce que la France a dit que pour qu'on puisse accorder un séjour à une personne en situation irrégulière, il faut que cette personne puisse trouver du travail, que cette personne aussi puisse trouver un logement. Et aujourd'hui, c'est cette loi qui est en vigueur. Et ça pose souvent problème? Oui, dans beaucoup de préfectures, oui, parce que les préfets sont obligés d'appliquer ces, comment dirais-je... Mais concrètement, si je suis sans papier, j'ai une promesse d'embauche, j'ai un logement, je me présente à la préfecture, je serai régularisé. C'est comme ça? Non, mais cette loi a été accompagnée par des circulaires. Hein. Ce n'était pas d'ailleurs une seule circulaire, et par plusieurs circulaires. D'abord, la circulaire dit quoi? Qu'il faut que cette personne puisse d'abord travailler avec son employeur pendant au moins 12 mois et que cette personne puisse fournir 12 mois de bulletin de salaire à temps plein, c'est-à-dire le SMIC. Et ça, déjà, et que cette personne puisse fournir des preuves de présence en France de 5 ans minimum. Voilà, en quelque sorte, les critères qui ont accompagné, la circulaire, pardon, qui a accompagné cette loi. Et maintenant, on sait que beaucoup de sans-papiers travaillent en France, pas avec leur propre nom, ou bien parfois travaillent au noir. Et comment ces personnes puissent fournir 12 mois de bulletin de salaire? Comment ces personnes puissent fournir toutes ces preuves si franchement la loi leur exige? Et c'est la raison pour laquelle les collectifs se sont dit, avec beaucoup d'associations et beaucoup d'organismes qui, j'allais dire en gros, le mouvement solidaire qui soutient ces sans-papiers se sont levés pour dire que ça c'est impossible. Donc ça fait beaucoup de bruit en France. Vous êtes un des témoins, hein, de 2009 à 2010, il y avait beaucoup de grèves, etc., de piquets de grève, etc. Mais on a constaté aussi que les collectifs de sans-papiers ne mobilisent plus grand monde. Pourquoi? Exactement, parce que ça c'est la mentalité même des étrangers en situation irrégulière. Parce que quand, par exemple, d'autres qui font des occupations, des grosses occupations, qui occupent des locaux publics, pour dire aux gens, venez occuper ce local public, au bout de quelque temps, vous aurez votre titre de séjour. C'est le cas de la bourse du travail, c'est le cas aussi de Bodélic, la rue Bodélic, vous êtes au courant. Et les gens, il y avait des centaines, des milliers même de personnes qui étaient venues. Le ministère... voilà, aujourd'hui, voilà, le nom ministère de la régularisation a été accroché au mur de cette grande enceinte publique. Maintenant, ces personnes ont tout laissé, ils sont venus occuper ces lieux, et au bout d'un an et quelques, ces personnes ne sont pas régularisées, mais ces personnes se sont dit qu'on nous a trompés. On nous a trompés. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on demande à ces personnes de sortir, ils ne veulent pas du tout. Mais moi, je dis à ces personnes, ils ont tort. Elles ont tort de ne pas sortir.
Parce que tant qu'on n'a pas son titre de séjour, on n'a pas le droit de se cacher. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de rester dans l'immobilisme. Ça ne nous amène à rien, l'immobilisme. C'est la raison pour laquelle, moi, je lance un message à ces gens-là, que dans la vie, il ne faut pas s'attendre à gagner des choses dans la facilité. Rien ne se gagne dans la facilité. Il y a des sans-papiers qui ont été expulsés 15 ans, 20 ans, après avoir séjourné en France clandestinement. Parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts pour Ils n'ont pas fait d'efforts d'abord pour obtenir le titre de séjour, et ils pensaient que le travail qu'ils faisaient, parce que disons la plupart des sans-papiers travaillent, et que chaque mois ils gagnent leur salaire, ils pensaient que la vie s'arrête là. Donc ils se retrouvent entre eux au foyer ou quelque part, et ils parlaient que les affaires du village, ou bien, tu vois, l'histoire... mais ces gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, mais pour être expulsés, il faut que le consulat délivre un sauf-conduit. Est-ce que, franchement, les consulats africains en France ne coopèrent pas avec la France pour faciliter un tout petit peu l'expulsion des sans-papiers? Non, je ne peux pas confirmer que les consulats coopèrent. Je ne connais pas les relations bilatérales voilà, que ces pays signent avec la France. Mais je peux dire qu'il y a un peu d'hypocrisie dans ce système, quoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, une personne, la police interpelle une personne, le tribunal, on le présente devant le tribunal, le tribunal demande à ce que cette personne soit éloignée de la France. Et cette personne n'a pas de document de voyage. Et puis la police a vu des traces de son pays d'origine, et que la police prend ces documents, qui sont des documents, des photocopies, ce ne sont pas les documents authentiques, et que la police se rend au niveau de ses consulats, de son consulat de son pays d'origine, pour essayer de dire à son autorité consulaire que cette personne est chez vous, et donc vous devez la délivrer, le laisser passer. Et sur la base de cette photocopie, il y a pas mal de consulats, d'ailleurs, qui ont délivré le laissez-passer à ces personnes-là. Et que moi, je trouve ça vraiment injuste, et que la France n'a jamais accepté les photocopies dans leur administration ici. Voilà. Et quand on parle à certains consuls, ils disent que ah oui, mais ce sont ces personnes-là qui sont déplacées pour aller faire leurs documents, leurs papiers. Mais oui, par exemple, moi, j'accompagne un adhérent à la préfecture de police, par exemple en 2011, et cette personne fournit les documents, les originaux, et la préfecture essaie de faire des photocopies. On lui rend ces originaux, la personne retourne après que l'année prochaine, la personne revient avec les mêmes documents, mais elle n'a pas l'original, et que la préfecture déjà a l'original et la photocopie. On dit à cette personne, non, votre dossier n'est pas l'original, on ne peut pas prendre. Vraiment, regardez cette confusion, je ne peux pas comprendre. Voilà. Du moment où la France n'accepte pas les photocopies, je pense que nos autorités consulaires aussi ne doivent même pas accepter de délivrer les laissez-passer avec des photocopies. Voilà. Alors, M. Gassama, une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés a décidé mercredi dernier de durcir les conditions d'accès aux droits de séjour pour les sans-papiers malades. En clair, un étranger malade ne pourra obtenir son titre de séjour que si le traitement dont il a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine. Quel commentaire vous inspire cette nouvelle donne? Écoutez, M. Sylla, d'abord, je suis scandalisé par cette décision. Vous savez, la France n'est pas ce pays. Hein. On a connu que la France, on sait que la France ne peut pas tout faire, hein, mais d'abord a une tradition humaniste, la France. Et qu'aujourd'hui, la France ne reçoit pas tous les malades du monde. Il y a quelques rares malades qui viennent en France.
et que je pense que la France peut, par solidarité, pour aider ces malades à retrouver leur santé, et je crois que c'est une très bonne chose. Donc franchement, notre association à l'IFSI vraiment est indignée complètement de cette décision. D'abord, c'est pas de cette proposition de loi que ces sénateurs et députés veulent essayer de faire appliquer, adopter au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, quand les autorités disent que l'immigration clandestine réduit les chances de développement des pays d'origine, elle fragilise la cohésion sociale dans les pays de destination et l'intégration des immigrés légaux, ce n'est pas totalement faux quand même. Et vous savez, aujourd'hui, notre deuxième combat va dans ce sens-là. Parce qu'il faut que l'Afrique se développe. Il faut que les jeunes Africains puissent rester dans le pays d'origine pour développer nos pays. Je pense que si nous ne pouvons pas retenir nos bras, ressources humaines, voilà, ressources humaines, etc., et je pense que franchement l'Afrique ne peut jamais se développer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous pensions qu'il fallait mettre en place aussi un mouvement qui peut sensibiliser et pour que franchement la diaspora africaine puisse prendre en compte cette situation urgente et pour que nous impliquons davantage de plus en plus dans nos pays d'origine. C'est le mouvement pour la renaissance africaine. Exactement. Que vous avez mis en place. Donnez-nous des détails voilà, sur ce mouvement. Ouais, ce mouvement pour la renaissance, au service de la renaissance africaine, qu'on appelle le MSRA. Et ce mouvement est composé de quelques Africains qui sont initiateurs de la mise en place de ce mouvement. Et déjà, nous avons fait deux réunions, une assemblée générale. Et aujourd'hui, nous sommes en Île-de-France d'abord. Et nous allons essayer quand même, dans les jours à venir, d'essayer de faire des visites de proximité, de mettre en place un programme et chercher des partenaires. Je pense que nous avons bien démarré les choses et ça est sur une très bonne voie. Et dans les semaines à venir, je pense que Diaspora nous recevra plus largement pour parler de ce mouvement et de ce qu'on a fait depuis un temps aussi court. Peut-être ça se fera dans les semaines à venir. D'accord, on va revenir encore sur la question de l'immigration. La percée du Front National dans les sondages inquiète beaucoup d'immigrés. Est-ce votre cas? Non, je pense que le Front National ne gagnera jamais les élections présidentielles ou législatives, même en France. Ça, c'est hors de question. Et je pense que les Français essaient de montrer que la politique actuelle a échoué sur certains points. D'abord, le problème social des Français. On sait qu'il y a beaucoup de chômage, surtout côté des Français. Il y a le chômage qui grimpe et en même temps, l'insécurité, même si ça a tendance à diminuer, mais existe toujours. Mais est-ce que ce n'est pas cette percée du Front National qui pousse Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, à multiplier des déclarations controversées? Moi, je pense que... Sur l'immigration, bien sûr. Je pense que Claude Guéant, que je connais, parce que M. Claude Guéant, je l'ai rencontré à une réunion en 2005, présidence d'autres responsables d'associations, lorsqu'il était le directeur de cabinet de M. Sarkozy. Alors, ministre de l'Intérieur. À l'époque, ministre de l'Intérieur. Et je pense que moi, le Claude Guéant que je connaissais cette année-là, 2005, et en entendant aujourd'hui parler certaines choses, je suis surpris quand même. Et puis ça, franchement... Comment il était? Parce que c'est un homme ouvert, il est un homme de dialogue, il est très ouvert et qu'il a toujours accepté de dialoguer avec le mouvement des sans-papiers, il a toujours accepté d'échanger et de voir des situations difficiles, des personnes qui sont là. Et parce que je l'ai entendu une fois dire, on avait parlé de quelqu'un qui a 15 ans, il dit mais c'est pas possible, on est en 15 ans en France, il n'arrive pas à obtenir le titre de séjour, il s'est posé la question. Bon, aujourd'hui, le contexte a changé certainement, et que je pense que les immigrés aussi doivent prendre leurs responsabilités. Je crois que les Africains que nous sommes, nous devons prendre nos responsabilités. On ne peut pas continuer toujours, tu vas à se lamenter, à parler, il faut que l'Afrique s'organise.
voilà, surtout nous, cette nouvelle génération, il faut que nous nous organisons, hein, nous nous organisons pour que vraiment qu'on puisse vraiment développer l'Afrique et que les jeunes qui viendront après nous puissent rester dans nos pays. Voilà, c'est ça, parce que si parfois un homme politique pète les plombs, c'est parce que parfois, quand c'est trop, voilà. Ils sont envahis. Ah mais j'ai l'impression que oui, la France s'est sentie envahie. Et puis il faut voir, récemment avec la révolution tunisienne, et qu'on voit ces milliers de Tunisiens, moi je ne suis pas contre qu'ils soient là, hein, parce que moi-même j'ai quitté mon pays pour venir ici. Voilà, mais ça fait peur à certains Français, il faut reconnaître. En tout cas, avec ces déclarations, on a le sentiment que les immigrés sont pris entre le marteau du Front National et l'enclume de l'UMP. Hein. Exactement. Je pense que le Front National, même si le sondage, ils sont en train de grimper dans le sondage, et que jamais le Front National ne gouvernera jamais la France. Ça, je peux le confirmer parce que je sais que les Français, d'abord, ne sont pas racistes, et les Français, d'abord, n'accepteront jamais, d'ailleurs, la France, mais la France, c'est une diversité, la France. Et quand on regarde les étrangers, que ça soit... C'est une diversité, hein, mais il y a des gens qui ne veulent plus de blacks dans leurs équipes, là. Oh, mais écoutez, ça, c'est une autre histoire, parce que, franchement, je crois que le monde du football français est complètement, comment dirais-je, ébranlé. Hein, Oui, parce que c'est incompréhensible. Hein. En 1998, la France a gagné la Coupe du Monde grâce aux blacks, beurre et blanc. Maintenant, on veut limiter quand même les blacks et les beurres. C'est surprenant. Que les personnes qui sont à l'origine vraiment de cette petite réunion qui leur a conduit, hein, à faire ces déclarations, et ces personnes, ils prennent l'exemple sur certains pays comme l'Espagne, en regardant, il n'y a même pas de blacks, mais l'Espagne n'a pas la même histoire, la même culture que la France. Et que c'est ça qu'ils oublient, franchement, quoi. Je crois que ces personnes, vraiment, ils se sont laissés emporter, par exemple, par le sentiment que vraiment la France n'est plus comment dirais-je, non, un pays des Blancs, quoi. Ils ont, j'ai l'impression, le sentiment, quoi. Il y a un repli identitaire, quoi. Exactement, le repli identitaire. Alors, on va parler de politique sénégalaise. On est d'adhérer au PDS il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à militer dans ce parti? Vous savez, c'est vrai, là vous avez raison. Moi, je pense que c'est la politique qui transforme la société. Et depuis très longtemps, depuis que j'étais très jeune, vous savez, au Sénégal, 95% de la jeunesse sénégalaise, à l'époque d'Abdou Diouf au Sénégal, sont avec Maître Abdoulaye Wade, mais sans s'impliquer. C'est-à-dire notre défaut, c'était ça. On ne s'inscrit pas sur la liste électorale, etc. Mais aujourd'hui, en France, après avoir milité dans un mouvement associatif, j'ai acquis des expériences et j'ai vu que beaucoup de Sénégalais sont là parce qu'il y avait une mauvaise politique de 40 ans dans notre pays et qu'aujourd'hui, j'ai vu que pendant 10 ans, le président Wade est en train de changer les choses au Sénégal, il faut le reconnaître. Et même si l'opposition dit le contraire, c'est leur droit parce qu'on est dans une démocratie. Mais il faut être honnête en soi-même. Moi, je prends un petit exemple dans ma région, entre Kolda et Korofou-Ndiaye. Pendant 40 ans, ce tronçon n'a jamais été bitumé. N'a jamais vu un petit, voilà, un petit mètre carré n'a jamais été bitumé. Donc, aujourd'hui, ce tronçon qui fait qu'une quarantaine de kilomètres, mais à l'époque, on fait 3 heures de voyage pendant l'hivernage. Mais aujourd'hui, en 30 minutes, on est déjà de l'autre côté. Donc voilà quoi, c'est ça le développement. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il faut soutenir cette politique-là. C'est pour cela que j'ai adhéré au PDS et qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une autre casquette aussi, une casquette de politicien. Ouais, donc, mais vous avez adhéré au PDS, sauf qu'on a constaté qu'en France, il y a souvent des guerres de positionnement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même? Oui, on m'a prévenu que rien n'est facile en politique. On m'a dit, dans la politique, il y a tellement de coups bas qu'il faut s'attendre à tout. Donc je n'étais pas trop surpris.
je me suis préparé, mais moi je crois à ce que je fais. Moi je ne regarde pas ce que d'autres... non, je crois à ce que je fais. Je suis un homme de terrain et que je sais que c'est le terrain que je vais faire la différence. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai organisé une animation politique avec mes camarades, d'ailleurs je ne suis pas le seul. Et les secteurs que nous avons pu mettre en place ici, validés par Messa Touré, et on a pu inviter une personnalité politique importante du parti, hein, Maître Ousmane Ngom, voilà, qui a vraiment été quand même très pertinent hein, pour nous faire cette conférence, nous expliquer l'historique du parti et les réalisations du président Wade, ainsi que les perspectives, surtout les réalisations des 10 ans et les perspectives. Et je crois que vraiment tout le monde était complètement séduit par cette tombe. Hein. Vous pensez avoir suffisamment de militants pour vous accompagner et à accompagner le candidat du Parti démocratique sénégalais? Oui, bien sûr. Écoutez, en France ici, mais écoutez, l'opposition, je suis tout à fait contre la déclaration de l'opposition pour dire que le PDS n'a pas de militants ici. C'est faux ça. Aujourd'hui, nous sommes tous sur le terrain. On a vu ce qui se passe. Hein. Je ne connais pas bien le Sénégal, mais je sais qu'en France, en tout cas, nous sommes majoritaires en France. Et ça, les élections, les échéances prochaines vont quand même essayer d'éclaircir ça, témoigner cette situation. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis sur le terrain politique pour apporter aussi ma petite pierre dans ce parti et pour que Maître Wade puisse être réélu en 2012 et continuer son grand chantier pour le Sénégal et pour l'Afrique aussi. Hein. Voilà, donc, voilà, d'accord, il nous reste juste quelques minutes, on va parler de la mort de Ben Laden, hein, le terroriste qui a empêché l'Amérique de dormir. Vous avez poussé un ouf de soulagement en entendant son décès? Non, mais écoutez, Ben Laden, depuis 10 ans, il est traqué par les Américains. Et il vivait sans quand même essayer comment dirais-je, de faire des attentats aux États-Unis ou dans d'autres pays, etc. Moi, non, la mort d'une personne, il n'y a pas d'un ouf de soulagement. Avant tout, c'est un être humain. Maintenant, lui, ce qu'il faisait, c'est Dieu qui va le juger de cela, si vraiment il est responsable. Parce que tout ça, ce sont les dires. On ne sait pas est-ce que Ben Laden est toujours derrière tout cela. Maintenant, c'est Dieu qui va le juger. Alors, mais je ne peux pas dire que j'ai fait un ouf de soulagement pour la mort d'une personne. Alors, voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prêté serment après une guerre fratricide. Là aussi, c'est un gâchis quand même. Hein? Exactement. C'est déplorable ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est ce que, si je peux revenir en arrière, on n'a pas assez de temps, mais franchement, je crois que les Africains doivent vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de dormir jusqu'à présent. Vraiment, à quoi sert le pouvoir? Nous sommes des personnes, tous, nous allons tous mourir. Alors, pourquoi créer tellement de souffrance à son peuple pour uniquement le pouvoir qui n'est pas éternel, vous voyez? Je pense que franchement, on doit avoir cette conscience. Comme même si on a un pouvoir, c'est pour un temps bien limité. Et on va tous partir. Donc, il ne faut pas faire souffrir son peuple. Et je crois qu'Alassane Ouattara a un grand chantier devant lui. Il faut qu'il commence d'abord la réconciliation nationale. Hein, il faut qu'il y ait ça. Après, penser à reconstruire d'abord le pays. J'ai confiance en lui. C'est un grand économiste, je crois. Hein, et puis, je crois qu'il a de l'expérience. Peut-être qu'il sera aussi bien entouré. Hein, parce que c'est ça la question. Il faut être aussi bien entouré quand on est un homme au pouvoir. Donc c'est la fin de cette émission. Merci Madi Gassama d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche.